J'ai dit, comment ça, il n'est pas dedans? Ben non, il est vide, il n'y a pas de conteneur, mais il y a 6250. Je dis non. J'appelle la Transder, une dame, et là je l'ai au téléphone, écoutez monsieur Farge, ça fait 35 ans que je fais ça, c'est la première fois que je perds un conteneur. J'ai dit, mais il peut être où? N'importe où dans le monde. Bon, ben merci madame. Et là pendant 10 jours, il se foutait de ma gueule au bureau, je mangeais plus, je faisais plus rien. J'étais là dans le téléphone jour et nuit. Il dépérissait. Ah oui. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante dans l'évolution du salon, et plus ça va d'ailleurs, plus c'est une part importante au niveau de la surface, c'est la venue des constructeurs. Et le premier, je m'en souviens, c'était Renault avec Jean Robert. C'était en quelle année? On était dans le 2-1, je m'en souviens. Les années 90. Voilà, monsieur Jean Robert, c'était quelque part, c'est monsieur Patrimoine Renault. Et l'usine Renault n'était pas encore démolie sur l'île Seguin. Et elle était arrêtée depuis... Donc c'est après 92, parce qu'elle était en terre en 92. Ça devait être peut-être en 87, 93, 94. Et c'est un monsieur, il dit, bon, bien sûr, la démolition de l'usine était prévue, donc on casse tout, on vire tout à la poubelle. Il dit, non, ça c'est une machine-outil, non, pas ça, pas ça, pas ça. C'était monsieur Patrimoine Renault. Et c'est une fois qu'il vient à Rétromobile et il dit, ben voilà, moi je suis monsieur Patrimoine Renault et je vois pas pourquoi un constructeur n'aurait pas sa place à Rétromobile, j'ai beaucoup de choses à montrer et tout. Et c'est Jean Robert. Je sais plus, non, je crois qu'il est plus de ce monde. Si, je crois qu'il vit toujours. Oui. Il avait fait faire quelque chose de drôle quand il avait justement, comme dit Thierry, empêché qu'on casse tout. Il avait fait faire des petits autocollants avec marqué Patrimoine Renault. Et quand le casseur est venu pour déménager tout, il avait dit au casseur, vous emmenez tout sauf quand il y a un petit panneau Patrimoine Renault, ça vous ne l'emmenez pas. Et il en avait collé à beaucoup de choses. Et donc voilà, donc il y a eu un très beau stand Renault. Merci monsieur Jean Robert. Et là-dessus, les autres constructeurs, mais pourquoi nous on n'y est pas? Et ça fait boule de neige. C'est Renault le précurseur et merci à monsieur Jean Robert. Ouais. Et effectivement, c'est à partir de 2005, les 50 ans d'ADS ont été un déclic chez Citroën pour parler de l'histoire de Citroën. Monsieur Satinet, qui était directeur général de Citroën, en fait, a dit maintenant j'ai une très belle gamme, c'est les 50 ans d'ADS, notamment avec la sortie de la C6, qui était un vaisseau amiral de Citroën à l'époque. Il y a eu un investissement qui a pris de l'importance pour que le stand Citroën avec les clubs Citroën, qui ont représenté Citroën depuis le début. N'oublions pas qu'on a la chance d'avoir un club qui était là il y a 50 ans, le club d'attraction universelle, qui est un club Citroën, un des 3 clubs qui ont fait le premier rétromobile. Donc depuis 1976, il y a toujours eu un peu de Citroën, avec les clubs, et puis petit à petit, la marque a aidé et est montée en puissance. Les marques qui ne voulaient pas entendre parler de leur passé, pour eux, ils étaient là pour vendre des voitures, le passé, c'est le passé, point. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que l'automobile ancienne était quand même un courant qui était de plus en plus important, que les gens s'y intéressaient, et que c'était, je vais encore employer le même mot, un bon vecteur de communication. Alors, nous, on avait mis une règle pour les constructeurs, on ne voulait pas de véhicules modernes. On ne voulait aucun véhicule moderne, ce qui était quelquefois un petit peu compliqué avec les constructeurs, parce qu'eux, il fallait quand même qu'ils justifient de leur présence. Donc on leur avait dit, ce que vous pouvez, c'est amener à ce moment-là un concept car ou une voiture de course ou quelque chose qui ne soit pas de la production. Et grâce à ça, on a eu des constructeurs qui nous ont amenés et on a montré au public des voitures qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et ça a toujours été d'ailleurs un peu notre cheval de bataille, c'était de montrer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'était le but, et les constructeurs l'ont compris. Alors après, on a maintenant d'ailleurs, on veut bien qu'il y ait un véhicule moderne, mais à condition qu'il se justifie. Il faut dire que si vous amenez le dernier, je vais prendre BMW, le dernier Roadster BMW, à ce moment-là, il décline sur les anciens Roadster BMW de façon à ce qu'il y ait une unité et une justification de la présence d'un véhicule moderne. Et ça a pris tellement d'importance que maintenant les constructeurs présentent à Rétromobile un modèle d'exception, mais ils ne l'ont pas présenté ailleurs. Ils disent la première, ça va être à Rétromobile. Parce que c'est un support de communication maintenant qui est international et qui pour nous est incontournable maintenant. Et puis, c'est légitime qu'un constructeur présente un véhicule de l'année parce qu'il a fabriqué l'histoire et il la continue. Donc, quelque part, ça s'implique dans l'histoire des constructeurs et de l'automobile. En tant que marchand, pour la marchandise, on sait que ce soit les vendeurs d'art, les vendeurs de voitures, en fait, ils préparent des trucs et il y a des choses qu'ils cachent pendant 6 mois pour les présenter à Rétromobile.
parce qu'ils savent que c'est là où il faut présenter ce truc-là. Donc c'est aussi une source d'attraction énorme, parce que tu prends ton ticket, tu sais que tu vas en avoir plein les yeux, quoi, en tant que simple visiteur. L'année d'après, il y a eu BMW, il y a eu Mercedes, tout de suite. Oui. Un an après, ils se sont dit, mais on a notre place, nous aussi. Ça, Oui, on n'est pas plus bêtes que les autres, donc ils sont venus. Alors, il y en a beaucoup qui s'appuyaient également avec leur club, puisqu'ils faisaient venir le club. Et le club a un gros avantage pour un constructeur, c'est que quelqu'un qui a, je ne sais pas si vous prenez le club des Mercedes 190 SL, eh ben, eux, ils parlent Mercedes, donc sont les meilleurs défenseurs de la marque, sont les meilleurs ambassadeurs, et pour la marque, c'est un bon vecteur de communication. Tout le monde oublie un petit peu ses soucis, on prend que le bon côté des choses, des bons aspects historiques. Et là, je vais donner une petite anecdote par rapport au patron du groupe PSA d'époque. Donc nous sommes en 2008, le patron du groupe, c'était Christian Streff, qui avait pris la suite de Jean-Martin Fols. Et chaque année, le patron du groupe venait visiter le stand Peugeot, de l'aventure Peugeot, et le stand Citroën, tenu par Citroën Héritage, l'entité que je dirigeais. Et il arrive, monsieur Streff, il dit « Bon, je vous préviens, je n'ai qu'une demi-heure par marque. » Je dis au fond de moi-même, c'est pas possible, une demi-heure faire le tour des stands, il faut au moins 1 heure par un. Donc il commence par Peugeot. Ma collègue Françoise Dubois de l'aventure Peugeot, je dis je fais le tour et puis je t'amène monsieur Streff. Donc elle me passe le relais, ça s'est bien passé chez Peugeot, il a déjà pris plus d'une demi-heure, chez Peugeot ça avait débordé. Mais je dis on commence et là en fait on fait le tour de tous les clubs. Et à chaque fois les clubs ils avaient à parler et tout. Et au fil du temps, j'ai vu qu'il changeait, qu'il était intéressé, il répondait aux questions. Je l'ai fait asseoir dans la SM présidentielle que l'Élysée nous avait prêté, qui était sur le stand SM. Et il y a des photos, je suis avec monsieur Streff, et en fait, on a tenu plus d'1 heure. Et il est resté après. On a bu un petit verre dans le petit salon de l'aventure Peugeot. Et je me dis, ça y est, c'est gagné. C'est la magie de Rétromobile qui fait qu'il est resté, il a passé un bon moment, et il va repartir sûrement content. Et on a marqué des points pour nous, pour notre activité, mais aussi on a marqué des points pour le salon. Et moi, j'ai toujours eu cette approche. Je suis exposant, mais je suis aussi un peu le côté gagnant-gagnant. Si ça marche pour moi, ça marche pour Rétromobile et inversement. Pour les clubs, Rétromobile, ça a toujours été la réunion annuelle. En plus, c'est le début de l'année, il fait encore froid, on n'a pas encore sorti les voitures, elles sont encore en hivernage ou en cours de remontage. Puisque chaque été, il les cassait, donc bon, mais on l'a une. Mais voilà, donc c'était la grande réunion annuelle de tous les clubs, ce qui se fait toujours d'ailleurs. On fait des expositions, non, mais on fait des sorties, oui, on fait beaucoup de sorties en dehors, bien sûr, en dehors de Rétromobile, la vie des clubs, c'est des sorties, effectivement, donc on fait, les cycles caristes sont des gens qui roulent pas mal, on a organisé le Tour d'Écosse, on est allé sur les lacs italiens, enfin on se balade beaucoup, oui, tous les ans on part à l'extérieur. Voilà, et tous ces gens, et effectivement à Rétromobile en général, on se passe nos timings et nos différents calendriers de promenades prévues, etc. C'est vraiment le lieu de rencontre. En fait, c'est le gros démarrage de l'année. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve là. Que ce soit les Français, les étrangers. Et en une petite semaine, finalement, vous voyez tous vos potes. Et ça, c'est génial. Souvent, la Assemblée Générale, ils la font au moment de Rétromobile, parce que des tas de gens viennent à Rétro, parce que les clubs n'ont pas que uniquement de la région parisienne, des clubs dans toute la France entière, voire même certains clubs qui viennent de l'étranger, les clubs italiens. Et pour eux, voilà, c'est la grand-messe, et en plus, on en profite pour réunir tous les membres et faire la grande réunion. Donc voilà, et en plus, donc, les clubs essayent toujours d'apporter 1 à 2, suivant la surface, 1 à 2, voire même 3 voitures exceptionnelles. Donc ils jouent le jeu à chaque fois. De toute façon, ils font, comme toujours, c'est toujours indissociable. De toute façon, ce salon-là, je dis toujours, c'est un tabouret à 3 pieds. Vous avez les organisateurs, les visiteurs, les exposants. Vous enlevez un pied, il est par terre. Mais les 3 jouent le jeu. Je veux dire, les visiteurs sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont acteurs, ils adorent. Des fois, je les ai en contact direct. Bon, alors cette année, on pourra faire des tours en voiture ancienne, il y aura le char. Les gens, maintenant, participent aux choses, adorent maintenant justement les scènes qu'il y a sur les expos, comme cette année à la Formule 1, pouvoir parler avec les pilotes. Ça a été, non, c'est quelque chose maintenant, tout le monde est acteur, je dirais, de ce salon. Et ça, c'est capital pour le milieu de la collection. C'est que les gens se rencontrent et qu'ils discutent entre eux.
parce que c'est comme ça que tu te fais des copains, que après tu vas rouler avec eux, que tu trouves une adresse pour la pièce qui te manquait et qui faisait que tu étais bloqué depuis 6 mois. En fait, tout ça, c'est des cercles vertueux. Si tu veux que le monde de l'automobile de collection, ça continue et ça perdure, c'est essentiel des événements comme ça. Et au début, les constructeurs me disaient « Ah bon, venir à Rétromobile, mais pourquoi, combien ça va me faire vendre de voitures neuves ?» Impossible. Maintenant, ils ne se posent plus la question. C'était l'idée d'amener à Rétromobile le premier véhicule automobile au monde. Alors tout le monde dit « Ah aujourd'hui, c'est Benz, etc. » Non, c'est bien avant Benz. C'est sous Louis XV, c'est en France, c'est le Fardier de Cugnot. D'accord, il marchotait, mais en tout cas, c'est le premier véhicule automobile qui s'est déplacé par ses propres moyens. Premier accident d'ailleurs, puisqu'il a défoncé un mur. Oui, mais bien après. Tout ça était caché. Ça, c'est une autre histoire, sinon il y en a pour 2 heures. Et donc, mon camarade Alain Cerf, et à son âme encore un, je suis désolé, et il me dit, écoute, moi, je suis en train de fabriquer la réplique du Fardier de Cugnot, parce que le vrai est au musée des Arts et Métiers, classé monument historique, puis en plus n'a pas roulé depuis 300 ans, donc là, pas possible. Il me dit, je fais la réplique et tout, ça m'intéresse et tout, bon, très bien, tu me dis quand t'es prêt. Et ça, c'était genre, on venait de terminer Rétromobile, février, mars, avril. Février d'après, c'était prêt, hein, parce que lui, quand il se mettait au travail, il dit, il n'y a pas de problème, il serait prêt pour l'année prochaine. Je dis, pas si vite, j'y fais. Et là-dessus, bon, très bien, il fait des essais aux États-Unis, en Floride, dans son musée. Il me dit, bon, très bien, je te le mets sous le container. Bon, rien d'extraordinaire, parce que c'est un gros engin, mais c'est la taille d'un camion, quoi, c'est pas, ça se gère, quoi. Et en plus, c'est déplaçable, c'est sur des roues. Très bien, il l'envoie par container. Bon, je commence à l'époque, je sais plus qui s'occupait de la presse et tout. On le fait arriver à Satori, là, j'ai une association, on a un grand terrain pour faire des essais. Donc, tous les journalistes avaient pris rendez-vous pour essayer le premier véhicule automobile au monde. Et bon, les mois passent, tout ça, je sais plus, il y avait combien, il y avait à peu près 3 semaines de transport. Oui, et puis bon, 3 semaines. Le bateau arrive et tout, au Havre, grève de docker. Bon. Obligé de partir vers en Belgique, non, en Hollande, dans un autre port, parce qu'ils transportaient des denrées périssables. Les grèves de docker, bon, le Fardier, lui, il peut attendre un peu, mais les denrées périssables, c'est pas possible. Donc il décharge tout ça, bon, il revient au Havre, il décharge le bateau, et là, un des responsables du docker me dit, Monsieur Farge, votre conteneur, il n'est pas dedans. Je dis, comment ça, il n'est pas dedans? Ben non, il est vide, il n'y a pas de conteneur, mais il y a 6250, je dis, non, on n'a pas. Je dis, ah bon, mais vous avez déchargé à Anvers, tout ça? Il me dit, ah oui, mais on a la liste. Non, on n'a pas touché avec le conteneur. Je dis, mais vous avez la liste du chargement? Oui, il était chargé. Mais on ne sait pas où il est. Appelez votre transitaire. J'appelle le transitaire, une dame, et là, je l'ai au téléphone. Écoutez, monsieur Farge, ça fait 35 ans que je fais ça. C'est la première fois que je perds un conteneur. Je dis, mais il peut être où? N'importe où dans le monde. Ah ouais. Bon, merci madame. Et là, pendant 10 jours, il se foutait de ma gueule au bureau. Je ne mangeais plus, je faisais plus rien. J'étais là dans le téléphone jour et nuit. Il dépérissait. Ah oui. Je ne pensais qu'au container. Et le temps passait. Alors bien sûr, je mentais terriblement, comme je peux savoir très bien faire. Oui, bien sûr, oui, la presse, oui, c'est jeudi. Mais oui, pas de problème, elle sera là. Mais oui, non, c'est bon, on est en train de la peaufiner, on finit les derniers réglages. Je ne sais même pas où il était, le truc. Et à l'époque, je travaillais avec société Jeffco, et c'est Bernard Hu, qui était notre master sponsor, qui après était bénévole chez nous. Et il m'a dit, écoute, ton container, moi j'ai le bras long, je travaille beaucoup avec les douanes, j'ai des contacts, j'ai mes contacts. Je vais te trouver ton container. Il se passe 2 jours, pareil, alors là, je sais pas, je dormais dans la voiture, je sais pas, je vivais plus. Et là, il y a un coup de fil, monsieur, un matin, il fait, jeudi, 23h, à Satori, le camion arrive. J'ai dit, mais il était où? Je peux pas te le dire parce que, voilà, c'est des gens, je peux pas leur dire. Enfin bref, je sais pas. Il a sûrement les 2 bras très longs. Merci monsieur Bernard. Par erreur quelque part. Et donc, il y a 23h, le camion est arrivé, bien sûr, un camion normal pour décharger sans rampe, sans rien. Allô, mon camarade d'EPAN 2000, Jean-Jacques Julien. Une fois de plus, qui nous débrouille le coup. Il est arrivé avec un camion, on l'a posé, on l'a mis en chauffe à 23h, minuit, 1h du matin, on le met en chauffe, on fait un premier essai. Parce que le lendemain, tous les journalistes qui, depuis une semaine, étaient déjà convoqués et que tout va bien. On le sort, on fait un premier essai, et là, il y a une bielle qui casse, tout tombe par terre à 1h du matin, et la bielle casse et tous les morceaux de ferraille par terre. J'ai dit, bon, ça continue. Et heureusement, mes papis de l'association étaient là avec nous, et on a ressoudé la pièce, on l'a retapé, on l'a reforgé. Et le lendemain, à 8h, on faisait les essais et c'était merveilleux. Mais là, ça m'a fait
Ça m'a fait vieillir de 10 ans. Là. J'ai dit plus jamais ça. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Et j'ai dit, moi, ce que je voudrais, c'est faire venir un éléphant. Une année, Arcurial met à la vente aux enchères un Mirage 2000.